Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. 4e édition du séminaire intergouvernemental Sénégal-France ce dimanche au Palais de la République. Présidé par le chef de l'État en présence du Premier ministre français, 6 accords ont été signés pour renforcer la coopération entre les deux pays. Dans l'actualité également, cette convention de dépôt du sabre d'El Hadj Oumar Tall signée entre le Sénégal et la France. C'est un prélude de sa restitution définitive qui doit passer par l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale française. Pour parler de la dimension symbolique de ce sabre, nous recevons comme invité le directeur du Musée des civilisations noires. Ce lundi s'ouvre à Dakar le Forum international paix et sécurité en Afrique. Chefs d'État, de gouvernement, officiers et experts vont se pencher sur les défis du multilatéralisme. Plusieurs délégations sont arrivées à Dakar. La découverte de ce dimanche nous mène aux Almadies, pointe occidentale de l'Afrique, une destination privilégiée des touristes en visite à Dakar. 4-1 pour le Sénégal face à l'Eswatini. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Retour sur les temps forts dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sachez que le président de la République Macky Sall a accueilli cet après-midi son homologue mauritanien. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est à Dakar pour prendre part au 6e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'ouvre demain à Dakar, Oumar Gningue. C'est un peu après 17h que le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est arrivé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. À l'accueil, le président Macky Sall lui souhaite la bienvenue en terre sénégalaise. Un accueil chaleureux, sous les honneurs. À l'aéroport Senghor, des membres du gouvernement sont venus saluer le président mauritanien, de même que des compatriotes mauritaniens venus eux aussi souhaiter la bienvenue au président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le président de la République islamique de Mauritanie est l'invité d'honneur du 6e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre qui planche sur les défis actuels du multilatéralisme s'ouvre ce lundi au centre de conférence Abdou Diouf. D'ailleurs, le Forum international paix et sécurité en Afrique s'ouvre donc ce lundi à Dakar. Il réunit plusieurs chefs d'État, du gouvernement, des officiers et experts sur les questions sécuritaires. La 6e édition a pour thème les défis du multilatéralisme, un thème d'actualité puisqu'il interpelle la communauté internationale. Les décideurs politiques de la sous-région africaine à collaborer pour faire face aux enjeux sécuritaires. Moussa Mané. Concept utilisé dans le champ des relations internationales, le multilatéralisme se définit comme mode d'organisation des relations inter-États. Le multilatéralisme, c'est un appel notamment à considérer réellement les intérêts de tous les États, y compris de ceux qui ne sont pas les plus forts, donc notamment les États africains, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises par des grandes puissances ou des moyennes puissances au niveau international. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le chaos né de la crise en Libye a fini de mettre le Sahel dans une situation d'insécurité. On a dit paix et sécurité en Afrique, défi du multilatéralisme. Donc, dès l'instant qu'on parle de multilatéralisme, donc c'est l'implication des acteurs internationaux dans cette affaire-là. On a vu qu'ils étaient nombreux. Donc, il y a un défi de mise en cohérence, un défi de réponse à des besoins spécifiques de l'Afrique, donc un accompagnement sur le développement des capacités. Maintenant, il faut savoir à quel moment s'arrêter pour que nous prenions en compte nous-mêmes et par nous-mêmes
ces préoccupations-là. Lorsque vous prenez la crise au Mali, nous avons une mission des Nations Unies très importante qui est déployée dans ce pays et nous avons aussi les forces françaises, nous avons des forces européennes qui sont engagées dans la formation des armées sahéliennes. Donc nous avons énormément d'acteurs internationaux qui sont présents dans notre région, y compris sur le terrain militaire. Des réponses militaires, certes, mais ne sont pas suffisantes, d'où la nécessité de créer des espaces de discussion pour échanger sur les défis. Il faudra avoir des discussions sur la nécessité de renforcer les États, de renforcer les sociétés civiles dans leur capacité à résister face aux différentes menaces. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait une vraie discussion au niveau des États de la région, pas simplement des États sahéliens, au niveau de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Le Forum de Dakar permettra de produire des outils d'analyse pour les dirigeants politiques afin de faire face aux défis sécuritaires. Et le Premier ministre français est arrivé à Dakar ce dimanche vers midi à l'aéroport militaire de Yoff. Édouard Philippe, qui entame une visite de 48 heures au Sénégal, a été accueilli par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Mohamed Boun Abdallah Dionne, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba. Édouard Philippe est accompagné d'une forte délégation, dont le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Au menu de la visite, un séminaire intergouvernemental et des échanges sur la coopération et la sécurité. Et cet acte en fait partie. La signature ce dimanche au Palais de la République d'une convention de dépôt du sabre d'El Hadj Oumar Tall. C'est un prélude de la restitution définitive qui doit passer par l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale française. Une cérémonie qui a vu la présence de toute la famille religieuse, dont le khalife général des Tidianes et celle de la famille omarienne, a salué chez le président de la République, a salué cette dynamique de rapatriement du patrimoine africain, compte rendu Aboubakry Kane. Une cérémonie pleine de symboles, un jour mémorable en ce qu'il consacre la signature de la convention du dépôt du sabre d'El Hadj Oumar Tall, fondateur de l'Empire toucouleur. Un dossier qui a vu l'implication personnelle du président Macky Sall, qui est fait honneur pour les descendants de Cheikh Oumar Al-Foutiou d'assister à cet événement. C'est lieu pour le khalife et pour nous tous de nous recueillir devant la mémoire de l'île disparue et en même temps réitérer notre plus profonde gratitude et notre infinie reconnaissance aux deux gouvernements pour le concours et toutes les facilités mises en œuvre à cette occasion. Il s'agit là de la première étape d'un processus qui devrait passer par l'adoption de la loi y afférent avant la restitution définitive de ce compagnon inséparable d'El Hadj Omar. C'est celui d'un grand conquérant, celui d'un guide spirituel que l'histoire connaît sous le nom de El Hadj Oumar Tall. C'est le sabre d'un érudit qui a beaucoup voyagé pour approfondir ses connaissances, en particulier en théologie. Oui, la symbolique est forte de sa charge émotionnelle. Parce qu'un sabre, vous l'avez dit, est plus qu'une arme. À travers les âges et encore de nos jours, le sabre est symbole de fierté et d'élégance, d'apparat et de noblesse. Le rapatriement du patrimoine africain est un exercice courageux entrepris par les autorités françaises. La place de ce sabre est bien ici, au Musée des civilisations noires, en ce qu'il symbolise un épisode important de l'histoire du Sénégal et des pays voisins. L'acte posé à travers cette cérémonie s'inscrit ainsi dans un esprit d'amitié et d'entente cordiale entre deux pays liés par l'histoire qui s'écrit aussi au présent. Au-delà de ce sabre, vous le savez, le président de la République, Emmanuel Macron, a plusieurs fois marqué sa volonté de valoriser le patrimoine africain en Afrique.
Le musée des civilisations noires y contribuera ici même, avec l'aide des musées français, comme le prévoit l'accord qui vient d'être signé par nos ministres. Sénégalais et Français, nous voulons inscrire cette restitution dans une autre dynamique, dans un esprit convivial, c'est-à-dire de façon sereine, posée et apaisée. Il est heureux que le sabre d'El Hadji Oumar Tall, conservé au musée de l'armée française sous le numéro d'inventaire 6995, balise de son éclat cette nouvelle séquence des relations franco-sénégalaises. Longtemps conservé au musée de l'armée française, le sabre d'El Hadji Omar retourne aujourd'hui en terre africaine. Un retour qui récompense la foi inébranlable et le courage physique d'un homme porté sur la recherche et la spéculation intellectuelle. Né à Halwar, dans le royaume du Fouta Toro, au nord du Sénégal, d'une lignée d'érudits, Oumar Seydou Tall se distingua dès sa tendre enfance par son goût prononcé pour les études, qui lui confère un statut d'adulte précoce, rétif aux mondanités, tout dévoué à la quête du savoir et de l'élévation spirituelle. Leader spirituel charismatique, résistant, tenace à la colonisation, El Hadji Oumar souleva des foules et fonda un empire dont la grandeur ne lui avait pourtant jamais fait oublier ses origines. Par-dessus tout, il tenait à l'épithète Al-Foutiyou, qu'il avait apposé à son prénom, pour rester Omar Al-Foutiyou. Sa gloire résonne encore au rythme du Tara. El Hadji Oumar Al-Foutiyou excellait dans la théologie, la mystique, la grammaire, le droit musulman, la jurisprudence et la poésie, entre autres. Il a été le propagateur d'un islam soufi et confrérique, notamment la Tidjania, qu'il a implantée en Afrique de l'Ouest. Pour rester sur cette actualité, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le directeur général du Musée des civilisations noires, M. Hamadi Bokoum. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous. Alors, c'est vous qui avez réceptionné le sabre de El Hadji Oumar Tall. Quelle est la dimension symbolique de cet acte posé aujourd'hui? Écoutez, je pense que la dimension symbolique a été très largement relatée par M. le Président de la République dans son discours de ce matin. La dimension symbolique, ce n'est pas seulement El Hadji Omar, c'est bien sûr El Hadji Omar, mais c'est toute la famille omarienne que l'on retrouve au Sénégal, que l'on retrouve en Guinée, que l'on retrouve au Niger, au Nigeria et un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et il y a un élément d'histoire qu'il faut préciser dès l'abord, c'est que El Hadji Omar a disparu dans les falaises de Bandiagara en 1864, et que ce sabre n'a été récupéré qu'en 1893. Ça veut dire que ce sabre était déjà un patrimoine familial. Donc, il n'est pas lié à la disparition de El Hadji Omar, mais à la prise de Ségou par Achinar en 1880. Des mains de son fils Ahmadou. Oui, voilà. Donc, c'est ça qui est important. Donc, le résistant, le combattant, El Hadji Omar n'a jamais perdu son arme. Alors justement, vous en tant que conservateur, monsieur Hamadi Bokoum, est-ce que vous pouvez nous parler de ce sabre, son acquisition par El Hadji Oumar Tall? Où est-ce que ce sabre a été fabriqué? Mais également, comment les Français l'ont pris? Voilà, donc le paradoxe d'ailleurs de nos résistances, c'est que les armes qu'on utilisait étaient fabriquées par nos ennemis. Cette arme a probablement été fabriquée en 1821 en France. Donc c'est dans les comptoirs qu'il se ravitaillait aussi bien en armes blanches qu'en armes à feu. Donc c'est un peu le paradoxe. Donc cet objet a été fabriqué en France en 1821 probablement. Ensuite ça a été acquis par El Hadji Omar, certainement dans l'un des comptoirs le long de la côte.
Mais il a quand même une petite signature locale, c'est que son fourreau, tout comme un certain nombre d'inscriptions, ont été faites chez nous. Comment il a été pris? Pour rappel, c'était à l'occasion, à la suite de la fameuse bataille de Ségou, des mains de son fils Ahmadou. Oui, c'est-à-dire que vous savez que dans ce type de bagarre, quand on vainc quelqu'un, on organise en fait une véritable razzia. On ramasse tout ce qu'on peut ramasser. Donc, dans ce qu'on a ramassé, lui, Achinard, a récupéré ce sabre qui ensuite a été remis au musée des Invalides à l'armée française. Il semblerait même que l'objet ait été déjà exposé une fois en 1831 à l'exposition coloniale à Paris. Bon, voilà, donc ça a été pris dans le cadre un peu des pillages qui étaient organisés à chaque fois qu'un chef local était battu par l'armée française. Et ce n'est pas seulement les armes qu'ils prenaient, hein. Ils arrachaient aussi des oreilles des femmes, les bijoux en or. Et tout ça était vendu aux enchères à Paris pour les œuvres sociales de l'armée coloniale. Heureusement qu'aujourd'hui le sabre est là, mais ce n'est pas encore la restitution définitive parce qu'il faut une loi française pour pouvoir procéder à la restitution définitive. Que faut-il faire pour ça en dehors de cette loi? Bon, je pense que le statut de tous ces objets qui sont réputés inaliénables, etc., c'est le fait du prince. Et le prince a décidé que ça va changer et je pense que ça va effectivement changer. Mais comme on le sait, les lois législatives viennent souvent bien après le praticien. Mais là, je pense que le prince, en l'occurrence Macron, a décidé de changer les choses, que les choses vont changer et que très bientôt, on va pouvoir avoir une restitution définitive de cet objet et de bien d'autres. Hein, parce que vous savez, dans le rapport que le président Macron a commandité, et qui a été réalisé avec beaucoup d'expertise par notre compatriote Felwine Sarr et la Française Bénédicte Savoie, ils ont été vite et bien. Et là, on sait que, par exemple, ne serait-ce que pour le Quai Branly, il y a, je crois, 2281 pièces qui viennent du Sénégal. Bon. Vous avez déjà eu à faire l'inventaire? Non, ça, c'est l'inventaire qui existe déjà. Okay. C'est l'inventaire qui existe déjà. Et monsieur le ministre de la Culture et de la Communication vient d'instituer une commission pour la restitution et je pense qu'on va approfondir l'inventaire Felwine Sarr et Bénédicte Savoie pour savoir un peu ce que nous avons en France et probablement dans d'autres pays. Vous savez que notre monde est en train de changer. Je pense que les mentalités sont en train de changer aussi. Je pense que nous allons vers plus de solidarité et de communication. Et dans cette perspective-là, on va négocier au cas par cas avec les différents pays où se retrouvent nos biens et les biens qui nous intéressent en priorité, on va les récupérer. Et bien évidemment, nous avons au musée des civilisations noires des conditions optimales. Je pense que parmi les critères les plus élevés au monde en termes de conservation des biens. Donc, nous n'avons pas de problème. Où en est le processus justement par rapport à la restitution des œuvres? Mais donc, le processus, on est en train de travailler là-dessus. Donc, la commission va être installée bientôt par monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Ensuite, la commission va évaluer ce qu'on sait déjà, le rapport Felwine Sarr et Bénédicte Savoie. D'ailleurs, ce rapport avait demandé dans un premier temps la restitution d'un certain nombre de pièces majeures pour le Sénégal, dont ce sabre. C'est déjà un pas de donc, franchise. En cours, je pense que les choses sont enclenchées. On va continuer à discuter entre experts. Et puis, naturellement, je pense qu'on n'est pas dans la perspective d'aller vider les musées français, mais on est dans la perspective de ramener chez nous les objets qui ont de fortes valeurs symboliques et patrimoniales.
Merci beaucoup, M. Hamadi Bokoum, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'avec le directeur général du Musée des civilisations noires, nous avons abordé cette actualité forte du jour, c'est-à-dire la convention du dépôt du sabre El Hadj Oumar Tall qu'il a réceptionné lui-même. Dans cette actualité, toujours la 4e édition du séminaire intergouvernemental Sénégal-France a eu lieu ce dimanche au Palais de la République. 6 accords ont été signés en présence du président Macky Sall et du Premier ministre français. Édouard Philippe et la forte délégation ministérielle qui l'accompagne ont été reçus par le chef de l'État. Compte rendu Oumaninga. Le Premier ministre français est arrivé au Palais de la République en milieu de journée. Accueilli chaleureusement par le président Macky Sall, Édouard Philippe a présenté au chef de l'État la forte délégation qui l'accompagne, composée pour l'essentiel de ministres de la République française. Dans l'entretien cordial transparaissent des relations politiques et une convergence solide. Le séminaire gouvernemental France-Sénégal est d'ailleurs l'occasion de constater les progrès accomplis dans cette coopération historique. D'ailleurs, dans ce cadre, des bilatérales ont eu lieu entre des ministres dans des secteurs aussi importants et stratégiques comme les finances, l'économie ou l'assainissement. Dans un autre groupe de travail, l'éducation, la santé, le sport et l'enseignement supérieur. Les transports et les infrastructures n'ont pas été en reste dans les séances de travail qui renforcent les initiatives prises en accord avec les objectifs d'émergence définis par le président de la République Macky Sall. Illustration de cette forte volonté d'aller encore plus loin, le Sénégal et la France ont signé 6 accords. En présence du président Macky Sall et du Premier ministre Édouard Philippe, les ministres concernés ont paraphé les documents qui portent sur des secteurs comme l'eau, la défense, les réformes budgétaires ou encore le train express régional. Ce projet qui restera une priorité dans la coopération bilatérale pour un système de transport public moderne, une mobilité durable et la création d'emplois locaux. La France poursuivra donc son appui au Sénégal dans la perspective d'émergence à l'horizon 2035 et s'engage aux côtés du secteur privé sénégalais pour mettre en exergue cette amitié historique et cette coopération dynamique. Le président Macky Sall a élevé le Premier ministre français Édouard Philippe à la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mérite. Il s'ensuit un échange de cadeaux par lequel les 2 hommes marquent leur gratitude, toujours avec en toile de fond l'amitié franco-sénégalaise. Toujours dans le cadre de cette coopération entre le Sénégal et la France, 120 millions d'euros, c'est le coût du financement de la dépollution de la baie de Han. La convention a été signée ce dimanche entre l'AFD, l'Agence française de développement, agence d'exécution de l'Union européenne, le gouvernement néerlandais et l'État du Sénégal. Cette signature va permettre aux institutions internationales de participer à la phase 2 du plan Sénégal émergent, mais aussi de soulager les populations riveraines de la baie de Han. Nous écoutons tour à tour la secrétaire d'État du ministre de l'économie et des finances de la France. Mais avant elle, voici donc le ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal, Amadou Hott. Ce projet emblématique contribuera à restaurer l'environnement et les conditions sanitaires, économiques et sociales de la baie, améliorant ainsi le cadre de vie, comme l'a dit le directeur général délégué, environ 40 000 personnes réparties sur les 5 communes de la capitale sénégalaise. Le projet de dépollution de la baie de Han vise à restaurer la qualité des eaux de cette baie par le déploiement d'un système d'assainissement des eaux usées domestiques et industrielles. La subvention donc de 13,9 millions d'euros de l'Union européenne, soit plus de 9 milliards de francs CFA, confiée à l'AFD, permet d'ajouter une étape de traitement secondaire à la station d'épuration des eaux usées
et donnant ainsi la possibilité d'opérer un rejet des eaux traitées conformes aux normes en vigueur au Sénégal. Elle permettra également de réaliser 30 km de réseau secondaire pour le raccordement des maisons riveraines et 200 000 branchements domiciliaires. Ces relations nous permettent de participer, de contribuer à notre manière au plan Sénégal émergent. Ce projet s'inscrit dans une stratégie de dépollution qui vise les industriels, le port et les ménages. Et il est également emblématique de la politique de transition écologique et énergétique dans laquelle l'Union européenne a choisi, et nous la soutenons très fortement en ce sens, d'être un leader mondial, d'être un peu un éclaireur, et un éclaireur qui ne travaille pas juste au niveau de l'Union européenne, mais également en association avec l'ensemble des pays qui partagent, je dirais, cette urgence. Émouvant, jamais on n'oubliera. C'est le sentiment du ministre français de la Culture en visite cet après-midi à l'île de Gorée, accompagné de son homologue sénégalais. Il a réitéré l'engagement de la France à appuyer le Sénégal dans le projet de restauration de l'île Mémoire. Fatou Diouf, reportage. À bord de la Signare, Franck Riester, ministre français de la Culture, et son homologue sénégalais se sont rendus à Gorée. Après 15 minutes de traversée, l'île Mémoire dévoile toute sa beauté. Comme d'habitude, Gorée a réservé un accueil chaleureux à ses hôtes. Puis, direction la maison des esclaves. Séance d'explication de 3 siècles d'histoire. L'histoire de l'esclavage. Une page sombre gravée dans la mémoire collective. Cette visite est tout particulièrement émouvante. Imaginez que pendant des siècles, des hommes ont traité d'autres hommes de cette façon-là est évidemment très bouleversant. Et je trouve que la volonté de maintenir cette maison comme témoignage de ce qui s'est passé, pour que jamais on oublie ce qui s'est passé. Gorée, île mythique et vétuste. Sa restauration est plus qu'urgente. La France s'engage à apporter sa pierre à l'édifice. La France est mobilisée pour, d'une manière ou d'une autre, accompagner, aider, participer à la restauration d'un certain nombre de bâtiments. On a quelques réflexions sur une partie de l'île et saluer le travail qui est fait pour entretenir la mémoire. La maison des esclaves, l'église, la mairie ont été visités. L'occasion d'immortaliser ces témoins de l'histoire. Cet autre site incontournable à Dakar, c'est d'ailleurs l'une des merveilles du Sénégal et même du monde. C'est le point le plus avancé en Afrique de l'Ouest, en Afrique donc. Il s'agit de la pointe des Almadies, située au nord-ouest de la presqu'île du Cap-Vert. La pointe est une destination privilégiée de beaucoup de touristes. La découverte est signée Koumba Diakhaté-Mar. Il n'y a pas meilleur endroit pour admirer le coucher du soleil, la pointe extrême ouest du continent africain ou encore pointe des Almadies. C'est un coin préféré à partir de 18h30 pour profiter de ce magnifique spectacle. Une coucher de soleil ne peut être découvert qu'à ce point stratégique qui nous sépare des Amériques. De là aux États-Unis, il n'y a que la mer. Moi, c'est mon paradis terrestre. C'est un endroit où je fréquente depuis 26 ans, que j'aime beaucoup. J'ai vécu presque la grande partie de ma jeunesse professionnelle ici. Voilà, ma pirogue est là, matricule 3329YF. J'ai matriculé Yoff, mais quand même, je suis basé ici. Sur la carte, sa forme fait qu'on l'appelle le nez de l'Afrique. Nous sommes sur la portion de terre la plus avancée dans l'océan Atlantique. Seul le Grand Bleu nous sépare des autres continents. Nous sommes dans le Finistère de la région de Dakar. Nous sommes exactement à la pointe des Almadies. Un coin unique en Afrique au Sénégal.
Nous sommes aux confins de la région du Cap-Vert, le point le plus occidental de l'Afrique, où beaucoup de grandes personnalités religieuses viennent ici à la recherche de spiritualité. Le château que vous apercevez là-bas, c'était un lieu de prédilection de Cheikh Tidiane, un lieu de retraite spirituelle. Ça, tout le monde le savait. On avait tendance à dire que Cheikh Tidiane, si, Gorgui ci Roukhobi, mais en réalité, c'était le lieu où il était là. Tout au bout de la pointe des Almadies, il y a cette ligne de démarcation où les vagues s'entrechoquent au quotidien sans jamais se mélanger. Le tracé que vous venez là, que vous regardez la rencontre des deux mers, si vous interrogez les pêcheurs, ils vous disent que c'est plus remarquable en haute mer. Vous avez le sillon de la mer qui est remarquable, qui est visible de la séparation des deux mers. Et ils vous parlent même du degré de salinité des deux mers. Et ils vous confirment que même la nature, le goût même de ces poissons pêchés de l'autre camp, il y a un goût tout à fait différent. Il y a deux sortes de vagues qui viennent. Si c'était une seule mer, les vagues allaient partir dans un seul sens. Maintenant, il y a les vagues qui viennent de ce sens, il y a les vagues qui viennent de l'autre sens et qui font une zone d'ici, la zone tampon. À partir du pont jusqu'au phare, tu vois, c'est juste une ligne droite. Au milieu, c'est là la zone tampon des Almadies. Il y a la météo qui dit les vagues, c'est sur l'axe nord, et parfois ils disent c'est sur l'axe sud. C'est-à-dire quand ils disent c'est sur l'axe nord, c'est-à-dire de Saint-Louis à Dakar. Sur l'axe sud, c'est d'ici même, Dakar. Dakar, quand on dit Dakar, c'est la pointe des Almadies. C'est de Dakar jusqu'au Cap Skirring. Cette zone tampon est caractérisée par la richesse de ses eaux. Les poissons et fruits de mer pêchés ici se distinguent par leur qualité. Nous avons des saisons d'ormeaux à cueillir, les ormeaux. Les ormeaux, c'est un fruit de mer que les Asiatiques ont l'habitude d'acheter ici en Afrique, surtout au Sénégal. Et ils nous demandent des ormeaux, de préférence les ormeaux des Almadies. Parce qu'en termes de qualité, en termes de poids, en termes de tout, ce sont les ormeaux les meilleures qualités. Un endroit, sur le plan économique, à préserver, dans la mesure où, très sincèrement, ça emploie beaucoup de personnes. Rien que dans les restos, rien que sur la plage, rien que détail. Et en termes spirituels, nous sommes des Lébou. Nous avons nos coutumes et mœurs. Nous avons nos ancêtres qui sont là. Donc on demanderait, rien que pour ça, de préserver cette zone, qui est l'unique zone presque touristique au Sénégal, à Dakar qui reste. Et qui a un nom spécial, qui n'existe nulle part dans le monde, l'ouest de l'Afrique. La pointe des Almadies est donc un endroit symbolique, un patrimoine mondial à préserver. Ce coin paradisiaque reçoit chaque année de nombreux touristes et autres visiteurs, mais il appartient à un privé. Voilà donc pour la découverte sur la pointe des Almadies signée Koumba Diakhaté Mara. Religion, cérémonie officielle de la 136e édition du Gamou de Ndiassane. Au menu, prière et bénédiction du Khalife de Ndiassane pour un Sénégal prospère, émergent et succès des projets du président Macky Sall. La synthèse de Ousmane Ndoye. Cérémonie officielle de la 136e édition du Gamou de Ndiassane, événement religieux commémorant le 8e jour de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les invités se sont installés sous un grand chapiteau dressé pour la circonstance dans la cour de la grande mosquée. Parmi eux, diplomates officiels et autres représentants de familles religieuses, venus ainsi répondre à l'invitation du Khalife général de Ndiassane. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, dans son suite, a été très clair. Toutes les bénédictions recueillies ici en terre sainte de Ndiassane ne feront qu'avancer le Sénégal vers la voie de la paix et de la prospérité. Le ministre de l'Intérieur, se félicitant de cet événement religieux, a appelé le Khalife pour plus de prières pour le succès des projets en cours pour un Sénégal émergent. Le porte-parole du Khalife de Ndiassane a dans son suite insisté sur les valeurs de l'islam. À son avis, il faut prôner ces valeurs pour faire face aux dérives de la société. Pour le Khalife de Ndiassane, l'important c'est de mettre l'accent sur l'éducation islamique. Les jeunes doivent se former, ils doivent aussi s'imprégner des enseignements du prophète pour mieux servir la nation sénégalaise. La 136e édition du Gamou de Ndiassane a vécu une porte ouverte pour plus de bénédictions pour un Sénégal prospère et émergent.
Santé. Ce 17 novembre est célébré dans le monde la prématurité, prétexte pour la rédaction de faire un focus sur la prise en charge souvent très longue et complexe de ces bébés particulièrement fragiles. Au Sénégal, on compte près de 4000 bébés prématurés qui décèdent par an suite à des complications. C'est un reportage de Philomène Constance Diagne. Les très tôt arrivés, c'est l'autre appellation donnée aux enfants nés prématurés et parmi eux, différentes catégories. Inférieur à 37 semaines de grossesse, c'est le seuil défini pour définir la prématurité. Les prématurés légers, on a des très grands prématurés, on a des prématurissimes ou des extrêmes prématurés. La prématurité, une des principales causes de la mortalité néonatale, elle peut être causée par plusieurs aspects. Donc un tiers des nouveau-nés qui vont décéder sont des prématurés, alors qu'ils ne représentent que 10% de ces nouveau-nés. Vous voyez un peu la proportion. Toutes les situations où la grossesse est perturbée par une pathologie maternelle, obstétricale, telle que l'hypertension pendant la grossesse, le diabète pendant la grossesse, une anomalie du fœtus, ou même des situations qui sont extra-médicales telles que le stress, la surcharge de travail, l'utilisation des transports en commun. Pour réduire ces risques de décès des prémas, les spécialistes ont recours à plusieurs types d'interventions. C'est le cas de la tocolyse pour retarder l'accouchement, mais des fois, les moyens ne suivent pas. On prend une unité de néonatologie, il faut du matériel. Il faut ce qu'on appelle des incubateurs que vous voyez là, qui coûtent très cher. Il faut des tables chauffantes. Il faut un certain nombre de médicaments. Il faut des consommables pour pouvoir les alimenter, les perfuser. À l'hôpital d'enfants Albert Royer, comme dans d'autres structures de santé de niveau 3, la prise en charge technique est sans obstacle. Il s'y ajoute une autre méthode où les mamans doivent prendre modèle sur un animal, celui du kangourou. Là, c'est le positionnement kangourou. La maman met le bébé sur sa poitrine, peau contre peau. Là, donc le bébé est vêtu de bonnet et de couche. La maman doit être autonome, indépendante, parce qu'elle doit faire elle-même le positionnement. La méthode kangourou, la méthode crèche, tout. Vraiment, je suis vraiment contente. Je remercie le bon Dieu, je remercie le professeur, je remercie Albert Royer de m'avoir permis d'avoir ma fille. Cette méthode de la mère kangourou est peu coûteuse. Elle permet de réduire de 40% les risques de décès des bébés prématurés très exposés aux infections. C'est d'abord l'hypothermie, c'est-à-dire la tendance à se refroidir très vite chez les enfants. Les troubles de l'alimentation qui vont entraîner des hypoglycémies qui peuvent être mortelles et qui peuvent induire des séquelles. Les difficultés respiratoires, la détresse respiratoire, ils peuvent avoir des tendances à saigner abondamment, une maladie, des complications neurologiques et même des complications oculaires. Au Sénégal, près de 4000 bébés meurent de complications liées à la prématurité. Malgré les directives de l'OMS, les nouveau-nés ne bénéficient toujours pas des meilleurs soins possibles. En cette journée dédiée aux prématurés, autorités et populations sont interpellées. L'exécution du plan d'action pour chaque nouveau-né doit être de rigueur pour permettre à tout bébé de survivre. Sport, deuxième sortie des Lions et deuxième victoire. Le Sénégal a battu l'Eswatini sur le score de 4-1 avec un triplé de Famara Diédhiou. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le résumé est signé François Sec. Les esprits sont marqués 4-1 en faveur du Sénégal dans ce match contre l'Eswatini où tout s'est joué en deuxième période. Les Lions, toutes griffes dehors, ont marqué leur territoire et inscrit plusieurs buts à la suite de réaménagements techniques et tactiques.
À la 58e minute, sur une passe de Krépin Diatta, le centre de Pape Alioune Ndiaye, Famara Diédhiou, d'une tête plongeante, inscrit le premier but de la rencontre. Le Sénégal qui ouvre la marque à la 59e minute de jeu grâce aux joueurs de Bristol City. À la 66e minute, le corner de Krépin Diatta trouve la tête de Famara Diédhiou qui met la balle au fond des filets. Son premier doublé en sélection. 2-0 pour les Lions du Sénégal. 2 minutes plus tard, la passe de Krépin Diatta permet à l'attaquant de Bristol City de signer un hat-trick. Famara Diédhiou réussit ainsi son opération rachat, lui qui avait manqué un penalty en première période. Famara Diédhiou, arrêtez! Utiliser l'appel de Pape Alioune Ndiaye. À la 69e minute, Pape Alioune Ndiaye manque de peu la balle du 4-0. Dans le même temps, Cheikhou Kouyaté perd son duel face à Fanelo Mamba qui fusille le gardien sénégalais et réduit le score. À 18 minutes de la fin du temps réglementaire, le buteur Fanelo Mamba accroche Gassama et voit rouge. Et le carton rouge. Le carton rouge. Évoluant à 10, l'équipe d'Eswatini encaisse un 4e but de Pape Alioune Ndiaye sur une passe de Krépin Diatta, impliqué dans tous les buts. Le Sénégal signe ainsi sa 2e victoire et prend la tête du groupe I avec 6 points, plus 5. Signalons l'interruption du match pendant près d'une demi-heure suite à un orage qui aura douché l'équipe locale. C'est seulement la 2e journée des éliminatoires. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et très belle soirée sur la RTS1.